bonsoir à tous. Je me représente pas, mais voilà, je suis chirurgien orthopédiste et exerce à Lyon. On est un groupe de 4 associés et on pratique la chirurgie de la scoliose, mais pas que, hein. On fait de la chirurgie de la colonne en général et on suit beaucoup de patients avec des scolioses, qu'ils soient chirurgicaux ou non chirurgicaux, ces patients. Mais l'idée ce soir, c'est de vous parler du traitement chirurgical qui évolue au fur et à mesure des années et qui présente aujourd'hui de nouveaux standards. Et c'est pour voilà, mettre un peu tout le monde au goût du jour et savoir ce qu'on fait aujourd'hui en chirurgie de la colonne quand on a traité une scoliose idiopathique d'un adolescent ou d'un jeune adulte, parce que le traitement est identique. C'est parti, voilà. Donc, le traitement orthopédique, lui, on l'avait déjà décrit. Eh ben, il a évolué, hein. C'est-à-dire qu'il y avait des standards il y a 20 ans qui ont largement évolué. Il y a 20 ans, on traitait un patient avec un plâtre, essentiellement avec un moulage plâtré qui était fait dans ces conditions-là. C'est quelque chose un peu barbare sur des cadres avec des bandages, des moules qui étaient faits avec ici un patron, en fait, qui était réalisé, un patron plâtré. Puis ensuite, on dessinait sur le patient. Enfin, je dis on, mais c'était pas moi, hein, c'était mes prédécesseurs. Et on appliquait le corset plâtré dans les zones définies par ces techniques. Et puis, il y a de nouveaux standards qui sont apparus, c'est-à-dire que cette technique de moulage, elle s'est transformée en moulage numérique. Le patient, il est passé maintenant, il est scanné, la forme externe du tronc est scannée, et on obtient un patron directement usiné sur mesure grâce à un moule en 3 dimensions. Et tout ça, c'est complètement inoffensif pour le patient, c'est beaucoup moins barbare. Et voilà ce qu'on obtient. C'est-à-dire que pour un plâtre qui était fait comme ça il y a une vingtaine d'années, on obtient finalement aujourd'hui un corset avec des matériaux beaucoup plus modernes, des polyéthylènes, des épaisseurs de corset qui sont beaucoup plus fines et une précision de traitement qui est finalement un nouveau standard. Et aujourd'hui, c'est devenu la norme. Et pratiquement plus personne ne parle de plâtre, sauf dans certains cas très rares. Mais globalement, le traitement orthopédique a évolué et le traitement chirurgical, ben, lui aussi, il a évolué. La technologie nous permet de faire beaucoup mieux. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. C'est-à-dire que en environ 60 ans, on est passé de la radio de gauche à la radio de droite. C'est-à-dire que l'objectif chirurgical n'est plus du tout le même. Euh, une scoliose sévère, il y a 60 ans, elle restait une scoliose sévère et on arrêtait de l'aggraver avec la chirurgie. Aujourd'hui, une scoliose sévère, elle devient un dos presque normal et on va essayer d'expliquer pourquoi. Donc, cette fameuse radio qui était sur la gauche, c'est ce qu'on appelle les tiges de Harrington. C'est l'histoire de la scoliose, de la chirurgie de la scoliose, c'était à Monsieur Harrington. C'est les années 60. L'idée, c'était de simplement tracter la colonne vers le haut, vers le bas et mettre donc un système de crochet qui était au sommet ici de la déformation, un autre en bas, et avec un système de distraction dans la tige, on pouvait déplier un tout petit peu la déformation, mais surtout la stabiliser. Et ensuite, on faisait ce qu'on appelle une décortication, c'est-à-dire qu'on allait faire de la greffe osseuse uniquement donc dans la voie d'abord, avec un très peu de matériel et beaucoup de greffe osseuse pour obtenir une arthrodèse, c'est-à-dire qu'une fusion complète des vertèbres. Et tout ça, ça a évolué petit à petit. Dans les années 60, ça ressemblait à ce que vous avez sous les yeux. Au fur et à mesure des années 70, etc., ça a évolué petit à petit, 70-80, avec les systèmes de Liu Et donc là, l'idée était un petit peu différente, c'est de mettre 2 tiges et mettre des fils métalliques pour aller rapprocher la colonne, amener la colonne vers la tige. Donc on avait déjà des résultats chirurgicaux bien plus favorables, avec des formes de dos une fois réduites qui étaient bien plus favorables. On avait beaucoup moins de déformations que ce qui était fait avant. Et puis on avait déjà les prémices sur le profil de radio avec des profils qui étaient choisis par le chirurgien. D'ailleurs, on avait une forme de dos qui était pas, une tige qui n'était pas toute droite, hein, qui était cintrée pour donner une forme correcte à la colonne. Et ensuite vient le temps des chirurgiens français et l'avènement de ce qu'on appelle le Cottrell du Bousset. Et aujourd'hui, la technique moderne de la scoliose, finalement, elle est issue de ça. C'est-à-dire qu'elle est issue d'un système qui n'est plus des crochets ou des fils métalliques, mais essentiellement des vis. C'est-à-dire qu'on va aller, pour avoir plus de force pour travailler sur la colonne, ils ont décrit les deux compères français, Yves Cottrell et Jean Dubousset, une technique de vissage pédiculaire avec un matériel dédié. Donc, l'idée, c'est d'aller pénétrer la vertèbre d'arrière en avant à travers le pédicule, qui est finalement le seul moyen sécurisant de traverser uniquement dans l'os une vertèbre. Et l'idée, c'était de placer des vis. Initialement, eux, ils plaçaient que en lombaire, parce que les techniques de l'époque d'imagerie, etc., leur permettaient de le faire que dans des pédicules lombaires qui étaient assez gros et des crochets en haut. Mais l'idée était un peu différente. C'était surtout d'imprimer une dérotation, c'est-à-dire de changer la rotation de la scoliose à l'inverse pour pouvoir mieux corriger la forme de la colonne et avoir un résultat chirurgical optimal.
Et ici, il y a un instrument qu'on appelle le French Bender, c'est-à-dire une cintreuse, hein, ça permet de changer la forme de la tige. Et le chirurgien choisit la forme de profil idéal pour le patient. Alors à l'époque, c'était encore assez sommaire, mais petit à petit, on va voir que ça a largement évolué. Et donc encore un Français, est-ce que cette fois-ci à Lyon, hein, les précédents c'était à Paris, là c'est à Lyon, c'est Pierre Roussoulis, c'est celui qui m'a formé moi et qui a formé mes associés. Lui, il s'est intéressé à regarder les scolioses de profil. Il s'est dit de face, on sait faire, on va remettre la colonne globalement rectiligne, mais on va se poser des questions sur le profil. Et donc il a analysé des centaines de radios et il s'est retrouvé avec plein de radios différentes, des patients qui, comme celui de gauche, avaient, malgré sa scoliose, un dos qui reste parfaitement harmonieux, avec une lordose, une kyphose qui sont bien réparties, qui sont bien harmonieuses. Donc ce patient-là, quand on l'opère, finalement, on n'a pas trop de travail de profil, on n'a pas tellement d'intérêt de changer sa forme de dos, alors qu'il y en a d'autres, comme ceux qui sont à côté, qui ont un dos plutôt creux, c'est-à-dire que la lordose est très très longue, et ce patient il est même déséquilibré un peu en avant. On a des patients qui ont un dos plutôt plat, avec très peu de lordose, hein, et puis surtout très peu de kyphose. La scoliose qui est généralement en zone thoracique, eh ben, va aplatir la kyphose, et donc ces patients ils manquent de kyphose, donc quand on les opère, il faudra remettre de la kyphose, restaurer ça. Ici, une déformation plus bas située, probablement en zone thoracolombaire, cette scoliose, eh ben, elle va créer une espèce d'hypercyphose mal localisée. Finalement, ce patient, il n'a pas de kyphose en zone thoracique, mais il a une hypercyphose dans la zone thoracolombaire ici. C'est disharmonieux, c'est mal réparti. Donc ça, c'est un dos qui fonctionne assez mal. Et encore une fois, il va falloir, quand on opère, changer cette forme. Et alors lui, il est même, enfin elle plutôt, elle est extrêmement cambrée avec un dos très creux. Souvent, ça peut être la conséquence aussi d'un corset qui a été mal réalisé, en tout cas trop exigeant sur le plan du profil, et donc qui a poussé sur la gibbosité, mais à force de pousser, eh ben, il a creusé le dos, il a monté cette lordose très très haut. Donc là, il va y avoir du travail. Donc ça, c'est l'histoire de la chirurgie, elle passe par là, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés à regarder les radios et à chercher l'objectif idéal pour remettre le patient dans une forme de dos qui soit la plus économique possible. Et aujourd'hui, quand je parle de nouveaux standards, c'est quoi? C'est qu'on a une planification chirurgicale qui se fait sur mesure. C'est-à-dire que le patient, il passe dans une radio EOS, qui est un système standardisé avec une position standardisée pour qu'on puisse comparer les radios. On peut voir sa radio de profil, sa radio de face, et tout ça va être mis dans un logiciel pour faire une reconstruction en 3 dimensions. C'est-à-dire que la colonne, on va plus la regarder que de face et de profil, on va pouvoir la reconstruire en 3D et justement la regarder, bien la comprendre et fixer un objectif chirurgical de réduction la plus parfaite possible. Ça donne ça sur le logiciel qu'on utilise, c'est-à-dire que le patient, il est dans la radio, on a, nous, réparti les petits points pour reconstruire les vertèbres, et puis après, on peut imaginer de combien on va le réduire. Est-ce qu'on est capable de le réduire? Si la scoliose est très souple, jusqu'à 100% de face, on peut imaginer qu'une scoliose à 50 degrés, elle va revenir pratiquement à 0 degré, ou en tout cas, elle va rester une dizaine de degrés. Et puis, on peut regarder aussi de profil ce que ça donne. Ce patient, il a un profil qui est pas complètement parfait, il a une lordose qui est un peu courte, une kyphose qui est un peu longue. Donc, on fait la réduction de face, et on trouve que ce profil n'est pas parfait, donc on peut imaginer changer le profil. On va essayer de chercher à différents endroits, on va modifier les angles, changer les courbures, essayer de créer une harmonie parfaite. Et ensuite, on pourra, nous, demander aux industriels avec qui on travaille de nous produire des tiges qui seront sur mesure. D'accord? On travaille par exemple sur cette patiente qui a une scoliose de face en zone thoracique, un profil qui est parfaitement harmonieux, donc on va commander une tige qui sera appliquée à son profil, ici jusque 5, 4, 3, 2 jusqu'en L2. On n'a pas besoin de changer la forme de son profil, on va commander une tige qui est comme ça, et on va de face l'aligner, et de profil, on va garder la forme qu'elle avait. On n'a pas besoin de changer la forme. Et ça, c'est une tige qui a été produite sur mesure. Nous, on la commande comme ça, c'est simulé par les logiciels des industriels, et puis on commande une tige sur mesure. Elle nous est livrée directement au bloc opératoire, elle est conditionnée en stérile, et on n'a pas besoin de réfléchir à cintrer la tige au bloc opératoire. Ça a déjà été fait avant, quand on est dans notre bureau, en fait. De la même manière, une patiente avec une scoliose un peu plus compliquée, avec 2 courbures, une chirurgie qui va descendre un peu plus bas ici sur L3, et on veut, elle, changer sa forme. C'est-à-dire que la kyphose n'est pas assez importante, donc il va falloir créer de la kyphose. Donc on a créé différents angles ici, hop, on a remis de la kyphose à différents niveaux. On a remis un peu de lordose en bas pour créer une forme de dos qui soit un peu plus jolie. Et quand on a réduit la scoliose de face, on a une réduction qui est quasi complète. Il nous reste tout petit peu de courbure en zone thoracique, mais globalement, par rapport au point de départ, on est très satisfait. Et de profil, on a une tige qui correspond à ce qu'on a commandé. C'est-à-dire que la forme de dos imaginée par le logiciel est reproduite sur la patiente.
Et tout ça, ça permet quoi? Certes, ça permet d'avoir des jolies radios, mais ça permet surtout d'avoir des dos qui sont mieux transformés et qui, contrairement aux chirurgies qu'on a montrées avant, avec des tiges très droites, avec des systèmes moins puissants, avec tous ces systèmes de vissage et beaucoup de capacité de dérotation, d'accord, on est capable de faire tourner la colonne autour de ces tiges. Et on voit bien que là, j'ai mis une flèche pour essayer d'imager, mais cette patiente en préopératoire a une gibbosité qui est très marquée. Pourquoi? Parce qu'elle a une rotation qui est très forte au niveau de sa zone thoracolombaire, elle, dans sa scoliose. Et en fait, quand on a fait tourner la colonne, on se retrouve avec un dos qui est beaucoup plus harmonieux. Alors certes, il y a une cicatrice au milieu, mais les patients, finalement, ils s'en fichent parce qu'ils ne la voient pas, la cicatrice. Par contre, esthétiquement parlant, elle est beaucoup moins gênée, elle est beaucoup moins gênée par sa gibbosité. Et ça, ça fait partie des nouveaux standards. C'est-à-dire qu'on a une capacité à avoir un résultat radiologique, mais aussi un résultat esthétique, et ça compte beaucoup pour les patients. Lui, il est caricatural, mais il avait cette scoliose majeure, à plus de 80 degrés, et sa gibbosité est extrême. Hein. Ici, il a un dos qui est extrêmement abîmé, on a une gibbosité majeure. En post-opératoire, il a sa cicatrice, mais il a une gibbosité qui est largement réduite. Alors, il en reste un peu parce que lui, il était tellement déformé que les côtes sont particulièrement déformées. Donc, nous, on a beau tourner la colonne, il reste une déformation de la cage thoracique qui est intrinsèque et qu'on ne pourra pas modifier. Mais globalement, esthétiquement parlant, il est réussi, on va dire. Ensuite, pour parler des standards plutôt techniques, là, on parlait plutôt des standards de technologie, on va dire, appliqués aux instruments, enfin, en tout cas aux implants. Là, on a des standards de technologie au bloc opératoire. Pour ceux qui connaissent pas le bloc opératoire, ça ressemble à ça, une salle opératoire. C'est-à-dire que nous, nos patients, ils sont installés sur une table spécifique, hein, qui est en carbone, pour pouvoir faire des radios, faire de l'imagerie. Et puis, il y a des appuis pour le bassin, des appuis pour la poitrine, et puis un masque pour le visage. Les bras sont dans des gouttières ici sur les côtés. Et puis après, bon, on a tout un tas d'instruments, ici des écrans pour faire de l'imagerie avec une machine, un amplificateur de brillance qui est capable de tourner autour du patient pour faire des images en 3 dimensions. Il y a même un microscope quand on en a besoin, pas pour la chirurgie de la scoliose, mais en tout cas, on peut avoir besoin d'un microscope. Donc, il y a tout un environnement technologique qui fait partie des nouveaux standards de bloc opératoire. On est sur un environnement très équipé et ça permet, voilà, de gagner en performance et d'avoir une chirurgie on va dire, de haut niveau. Ça sert aussi à la sécurité du patient, c'est-à-dire quand on opère une scoliose, on a la hantise d'avoir un jour un patient paraplégique. Ça doit pas arriver, ça n'arrive plus logiquement au bloc opératoire. Pourquoi? Parce qu'on a des systèmes de surveillance. On a une technologie qui s'appelle le neuromonitoring opératoire. Et en fait, ce sont des potentiels évoqués moteurs, c'est-à-dire que c'est un appareil qui nous permet de monitorer en temps réel la moelle épinière. Le patient, il va être équipé avec des électrodes. En jaune, ici en haut, là, des électrodes qui sont crâniennes, qui sont placées au niveau en gros, dans le cuir chevelu, en regard du cortex moteur. Et ces électrodes vont envoyer des impulsions électriques qui vont être captées par d'autres électrodes qui sont à distance, qui elles sont dans les membres, dans différentes loges musculaires, notamment dans les cuisses, dans les loges antéro-externes de jambes et dans les pieds, et qui nous permettent de capter un signal. Et donc ici, on a un ordinateur, on est autonome, on n'a pas besoin du neurologue, c'est un système qui est dédié à la chirurgie de la colonne et qui nous permet d'avoir une autonomie complète au bloc opératoire. Et on va envoyer des impulsions électriques aux différents moments un peu cruciaux de la chirurgie, quand il y a beaucoup de vis qui sont placées, quand il y a la force de réduction qui est appliquée sur la colonne pour être sûr que la moelle épinière ne souffre pas de notre chirurgie. Et on vérifie qu'en permanence, il y a de l'électricité qui passe dans les 4 membres et qu'il n'y a pas d'anomalie du signal, sans quoi on craindrait une complication. Donc aujourd'hui, la sécurité du patient, elle est maximale au bloc opératoire. Tous les patients et les parents, notamment des enfants, nous posent la question, est-ce qu'il peut être paralysé? J'allais dire théoriquement, vu l'anatomie sur laquelle on travaille, oui, mais maintenant, on est suffisamment équipé pour dire que on est proche de zéro en termes de risque neurologique, à part un accident chirurgical avec une faute technique majeure. Logiquement, la chirurgie conventionnelle standardisée de la scoliose ne donne pas de paraplégie. Autre technologie qui est devenue un standard, c'est ce qu'on appelle le scanner opératoire et la navigation en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on a des appareils de radio qui tournent autour du patient, qui permettent de faire des acquisitions d'imagerie sur plusieurs niveaux et de reconstruire la colonne en 3D. À partir de cette reconstruction en 3 dimensions, on peut placer des vis de manière précise, de manière reproductible, grâce à une espèce de GPS opératoire qui nous permet en permanence de vérifier où est-ce qu'on met un implant. Et ça nous permet encore une fois de gagner en fiabilité, de gagner comment dire, en qualité technique et en sécurité.
Je vais vous montrer donc ici sur une vidéo. Voilà à quoi ça ressemble, hein. C'est-à-dire qu'on peut simuler la vis qu'on veut placer. Ici, il y a par exemple une vis qui est simulée de diamètre 6 mm avec 45 mm de longueur. Et on va essayer sur cette imagerie qui est réalisée à partir du patient installé sur le ventre au bloc opératoire. Et on peut voilà, placer, on va dire, virtuellement la vis, et après on la placera de manière réelle, hein. Mais ça permet déjà d'imaginer quelle sera la position la plus optimale quand on voudra opérer le patient. Et puis après, quand on arrive avec le GPS, globalement, hein, on va considérer que c'est comme un GPS, on peut vérifier en permanence est-ce qu'on est bon, est-ce que la vis qu'on voulait mettre, elle est parfaitement placée. Et ça, on peut le reproduire autant de fois qu'on veut. Et c'est la sécurité du patient qui est encore une fois au centre des préoccupations. Pourquoi on utilise des logiciels? Pourquoi on utilise de la technique? Parce que quand on opère une vertèbre, au milieu, on a le canal rachidien avec aux étages thoraciques la moelle épinière, hein, et aux étages lombaires, on a uniquement les racines de la queue de cheval. Et au-dessus et en dessous des pédicules, on a les foramen. Et donc, on a un danger neurologique qui est partout, qui est au milieu, qui est au-dessus, qui est en dessous. Et donc, notre vis, il faut qu'elle soit parfaitement placée. Alors là, sur une vertèbre comme celle-là, c'est presque facile, c'est-à-dire qu'on peut même la visser sans avoir de navigation. Mais la scoliose va déformer la colonne, donc on a un changement de plan de travail. Là, les vertèbres ne sont pas forcément alignées les unes par rapport aux autres, donc on a de la rotation. On a aussi une déformation intrinsèque de la vertèbre, c'est-à-dire que les pédicules dans la zone de concavité, c'est-à-dire la zone où la scoliose est fermée, on va avoir un rétrécissement des pédicules. Les pédicules ont moins grandi pendant la croissance, et donc on a parfois des pédicules tout petits de quelques millimètres qui ne nous permettent pas forcément de mettre des vis en toute sécurité si on n'est pas équipé d'imagerie. Et au contraire, on peut peut-être se faciliter la chirurgie avec l'imagerie. Et probablement que les nouveaux standards, enfin les standards actuels vont peut-être évoluer encore et on aura de nouveaux standards dans quelques années et ça commence à arriver. Petit à petit, il y a des centres qui s'équipent de robotique chirurgicale. C'est très cher pour l'instant, c'est pas encore diffusé de manière, on va dire, standard, mais ça sera bientôt le nouveau standard. À partir de la même navigation, à partir du même système d'imagerie, finalement, la machine va définir avec un bras robotisé les trajectoires idéales des vis. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le chirurgien qui descend de la vis, en fait, il va être guidé directement par le robot. Le robot le fait pas de manière autonome pour l'instant. Le robot fait pas la vis toute seule. Euh, mais ça se présente comme ça. En gros, il y a un bras articulé qui va se placer dans l'espace avec une trajectoire définie qui va permettre de guider comme ça le chirurgien qui aura finalement un seul axe de travail. Il n'aura pas de possibilité finalement de dévier de son axe de travail. Et ça, c'est les robots qui sont actuellement en vente sur le marché. Ils ressemblent à ça. Et probablement que ce sera le standard dans quelques années. Et peut-être même un jour, le robot qui fera la chirurgie carrément, enfin qui mettra les vis carrément tout seul. On n'y est pas tout à fait, mais on s'en approche. Il y a d'autres équipes qui travaillent sur une vision un peu différente de la chose, qui laissent la main au chirurgien, mais qui font évoluer l'imagerie. C'est-à-dire que plutôt que de donner la main au robot, ils veulent permettre au chirurgien de projeter directement l'imagerie dans le site opératoire. C'est-à-dire que le chirurgien pourrait être équipé d'un système de casque de réalité augmentée, un peu comme pour les jeux vidéo, hein, et on a une projection directement dans le site opératoire de l'imagerie qu'on vient d'obtenir. Et ça permettrait peut-être justement d'avoir une espèce de compromis idéal entre la technologie et la main du chirurgien. Le chirurgien garderait la main et le robot, lui, serait peut-être pas indispensable. Mais voilà, c'est un peu les deux choses en concurrence qui seront peut-être les nouveaux standards. C'est d'un côté la réalité augmentée, de l'autre côté la robotique. Mais clairement, on a vu avec les urologues notamment, hein, qui opèrent à distance du chirurgien, et c'est peut-être ça qui va nous arriver également, à distance du patient, euh, c'est que le robot va sûrement prendre la main. C'est-à-dire que nous, on va être là pour guider le robot, à s'assurer de la trajectoire, un petit peu à l'image d'un avion qui est capable de voler en pilote automatique. Et le pilote, il est là juste pour surveiller que la procédure est parfaitement réalisée. Et ben nous, on sera peut-être un jour condamné en quelque sorte, hein, mais en tout cas, on sera peut-être nécessairement à distance du patient et on devra donner un peu la main à des nouveaux instruments qui deviendront les nouveaux standards. Donc les standards avec lesquels moi je me suis formé seront peut-être pas valables et c'est pour ça qu'il faut continuer de se former, il faut évoluer au fur et à mesure, il faut se mettre à jour parce que la technologie, elle rend service d'abord au patient, hein, même si le chirurgien, ça lui facilite la vie, c'est surtout pour le patient.
Il y a un standard qui est en train de s'appliquer et que nous, on applique au quotidien. C'est pour nous le standard de supériorité de la chirurgie à 4 mains. La colonne, c'est pour la scoliose, en tout cas la chirurgie de la scoliose, c'est un gros avantage, c'est que le patient a plat ventre et quand on veut faire une chirurgie comme celle-là avec beaucoup de vis, les deux côtés sont accessibles. D'accord, au bloc opératoire, on peut se placer des deux côtés du patient. Il n'y a que des avantages à travailler avec un chirurgien de chaque côté. Et on va le voir après, je vais vous montrer pourquoi. On est beaucoup mieux à deux, aussi bien en termes d'ergonomie, parce que chaque chirurgien a accès à un côté de la colonne, plutôt qu'un seul chirurgien tout seul et des mouvements un peu plus compliqués. Là, on a une espèce de garantie que le geste est reproduit de manière symétrique. Alors, quand on fait une chirurgie d'une hernie discale, c'est l'inverse. On a un petit trou pour travailler, on va glisser très peu d'instruments à l'intérieur, parfois on utilise le microscope, mais globalement, il n'y a pas la place pour plusieurs mains, il y a la place pour un instrument, deux instruments éventuellement, mais ça, on le fait tout seul. Il n'y a aucun problème et la chirurgie est parfaitement réalisée. Mais quand on a besoin de faire ça, c'est-à-dire quand on a besoin de faire une chirurgie majeure, quand on a besoin de mettre beaucoup de vis, eh ben, on est beaucoup mieux à deux. C'est-à-dire que cette chirurgie-là, elle est accessible des deux côtés. Et le geste, on va le voir après, il est réalisé maintenant systématiquement à deux. Ça a que des avantages, aussi bien pour les chirurgiens qui opèrent que pour les patients. J'ai mis une petite revue de littérature parce que probablement que c'est ce qui va un jour nous arriver, c'est que la littérature va avoir suffisamment de preuves scientifiques pour nous obliger à opérer ces patients à deux. Nous, on le fait déjà, mais les chirurgiens qui opèrent tout seuls dans leur coin seront peut-être un petit peu embêtés en termes de justification le jour où il y a une complication, de justifier d'être tout seul sur une chirurgie de scoliose, alors que la littérature prouve qu'on peut être plus performant à deux. Ici, un article de European Spine Journal en 2017 sur des scolioses idiopathiques et ici un article de Spine Deformity, donc des grandes revues en 2018. Celui-là, c'est sur des scolioses neurologiques, mais le principe est le même, c'est de faire une chirurgie à deux équipes, enfin à deux chirurgiens. Et les conclusions sont à peu près tout le temps les mêmes. On va le voir, hein, c'est que j'ai tout résumé, mais l'idée, c'est qu'il y a moins de saignement au bloc opératoire. Pourquoi? Parce que la chirurgie, elle dure moins longtemps, simplement la durée opératoire est raccourcie avec deux praticiens, donc on a moins de saignement osseux, moins de saignement veineux, etc. Donc le patient, il gagne, il y a moins de complications et des durées d'hospitalisation qui sont plus courtes. Donc c'est tout à l'avantage du patient finalement. Bien sûr, c'est l'avantage du chirurgien. Un chirurgien avec moins de complications, il est ravi, mais c'est surtout pour nos patients qu'on optimise la prise en charge. Et honnêtement, aujourd'hui, ça doit devenir le nouveau standard. Si ça ne l'est pas, ça le sera un peu partout très bientôt. Un autre article, celui-là, il est tout récent, je l'ai trouvé novembre 2023, Spine Deformity. Là, c'est une équipe qui a testé ce qu'ils appellent un protocole standardisé et qu'ils appliquent dans cette chirurgie-là. Et nous, c'est ce qu'on applique, c'est-à-dire de faire toujours la même chose et de faire en équipe, avec une équipe qui est rodée, qui est habituée, dans l'idée d'être plus performant. Et en fait, ça marche et ça a été même testé. Donc, c'est des équipes qui ont travaillé sur des scolioses idiopathiques et ils ont essayé de reproduire ce schéma. C'est-à-dire qu'ils ont délocalisé la même équipe dans un autre centre et ils ont appliqué les mêmes protocoles avec les mêmes praticiens et avec les mêmes standards de chirurgie. Et il se trouve que la conclusion est la même, hein, c'est moins de saignement, moins de durée opératoire, moins de transfusion et moins d'hospitalisation. Donc, encore une fois, l'idée, c'est d'être performant à plusieurs, en équipe, et avec un travail qui est standardisé. C'est toujours les mêmes protocoles. Et on obtient une performance chirurgicale qui est optimale, on va dire. Donc la chirurgie en équipe, c'est quoi? C'est un binôme chirurgical, c'est des gens qui se connaissent, qui travaillent ensemble, qui ont une gestuelle qui est connue, qui est symétrique, qui permet d'avoir un geste qui est élégant, qui est performant. Des anesthésistes qui sont habitués, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'anesthésiste découvre, pas que ce soit un remplaçant qui a jamais vu une chirurgie de la colonne qui dure plusieurs heures. Il faut que l'installation soit parfaite, que la profondeur, le type d'anesthésie, les produits choisis soient également compatibles avec ce que nous on fait, parce que quand on fait notamment le neuromonitoring, on a besoin que le patient ait une anesthésie pas trop profonde, qu'il n'y ait pas de curare pour qu'on puisse justement tester les muscles. Voilà, tout ça, ça nous permet d'avoir des protocoles bien rodés. Et de la même manière, en post-opératoire, il faut que le patient il ait un protocole d'antalgie, un protocole de gestion post-opératoire qui soit standardisé pour pas qu'on teste les produits sur les patients au dernier moment. Les aides opératoires aussi, hein, l'infirmière ou l'aide opératoire qui est en salle, il faut qu'il soit habitué au matériel, il faut que tout soit rodé pour qu'il n'y ait pas de surprise en fait. C'est toujours la même chose et c'est comme ça qu'on gagne en performance. Ensuite, j'ai mis des vidéos chirurgicales, donc je préviens pour ceux qui sont pas habitués, qui sont un peu sensibles. Ça peut être désagréable à regarder, donc voilà, ça commence maintenant. Je vais essayer de montrer les différentes étapes d'une chirurgie de scoliose. Alors celle-là, elle était faite à une époque sans navigation, il n'y avait pas d'équipement là où on avait opéré cette scoliose, mais voilà, il y a des images qui sont un peu saignantes, on va dire.
Donc le patient, il est à plat ventre, comme c'est schématisé en haut à gauche. La scoliose, elle ressemble à ça, hein. C'est une scoliose qui est plutôt en zone thoracolombaire sur cette patiente. Ici, le champ opératoire, il est protégé avec un système bétadiné, un système collé. Là, on aborde la peau d'abord, avec un bistouri électrique qui coagule en même temps. On peut voir que ça saigne en dessous du bistouri électrique ici, et puis une fois qu'on a passé le bistouri, ça saigne beaucoup moins. Donc tout ça, ça coagule, et ça nous permet ensuite d'aller jusqu'aux épineuses. Les processus épineux sont là au milieu, et le chirurgien qui est de ce côté, il va décoller les muscles. Le chirurgien en face, il a fait la même chose. Et ensuite, on met nos écarteurs. On a décollé tous les muscles érecteurs du rachis, hein, les muscles spinaux en arrière, ils sont décollés, on met nos écarteurs. Alors, c'est un peu résistant, hein. Il y a de la matière. Et on voit au milieu les épineuses. Ces fameuses épineuses, les processus épineux, c'est du stock osseux. Pour nous, c'est un avantage, c'est qu'on va les couper. On n'en aura plus besoin après, puisqu'il n'y a plus d'articulation entre les vertèbres ensuite. Donc, on va utiliser ces processus épineux comme du stock osseux pour faire ce qu'on appelle une autogreffe, hein. C'est que le principe d'une arthrodèse, ça va être de fusionner la colonne. Et cette fusion osseuse, elle va passer par un stock osseux, et ce stock osseux, on le prélève directement sur la colonne. Ces petits bouts d'os, ils vont passer dans un broyeur à os, et ensuite, à la fin de l'intervention, on va les réutiliser directement dans le patient. Là, on fait ce qu'on appelle les arthrectomies, c'est-à-dire des libérations de la colonne. On va enlever des petits morceaux des articulations postérieures de la colonne, dans l'objectif de libérer les mouvements entre les vertèbres, et encore une fois aussi d'enlever les surfaces cartilagineuses des articulations postérieures pour pouvoir mettre de la greffe osseuse. Avant qu'on ait des navigations, on utilisait un système de guides métalliques, c'était des petits poinçons qu'on place, et puis on faisait une radio de face, de profil, etc. On peut regarder où sont placés nos poinçons pour être sûr d'avoir une bonne trajectoire de vis. Là, le chirurgien, il place ses poinçons, celui qui est à gauche, voilà. Et ensuite, on va faire les radios et on vérifie la position des poinçons. Une fois que tout est bien positionné, on utilise une mèche, c'est-à-dire comme une perceuse, hein, c'est-à-dire une petite mèche qui permet de faire un trou parfaitement rectiligne, parfaitement dans le pédicule. Hop, vu qu'on travaille à deux, il y en a un qui fait le trou, l'autre il vérifie qu'avec une petite sonde métallique, qu'on vérifie qu'on est bien dans l'os, qu'il n'y a pas une effraction, qu'il n'y a pas un trajet qui va trop près d'une structure nerveuse, il n'y a pas de tissu mou, il n'y a que de l'os. Et ensuite, chaque chirurgien prend sa vis, une fois qu'on a fait les deux trous, et on va pouvoir rentrer les vis, voilà, en symétrie, de part et d'autre. On va voir sur une vidéo suivante l'étape de vissage. Voilà, les deux chirurgiens vont visser en même temps. Pardon, ça a redémarré. Voilà, on va aller plus loin dans l'intervention. L'idée, c'est de placer les vis en symétrie. Toujours pareil, on va viser le pédicule, donc c'est la zone qui est schématisée sur la droite. On a deux schémas là pour voir. La zone qu'on vise, c'est ça, hein. Et les vis, elles sont appliquées avec une trajectoire bien particulière qui correspond à la courbure de la scoliose. En fait, on suit la scoliose avec ces vis-là. D'accord? On fait la même chose au niveau supérieur. On va enlever un petit peu d'os sur les articulations postérieures. On va placer les poinçons. Aujourd'hui, on peut faire ça avec un guidage en 3D si on veut. On a de la technologie pour le faire. Mais le principe est le même, c'est de définir la trajectoire parfaite. Et une fois qu'on a la trajectoire parfaite, on peut faire le trou et on peut mettre les vis exactement où on a prévu de les mettre. Et ça, c'est la fameuse, ce qu'on appelle un moteur, hein, une mèche. C'est une mèche qui tourne avec une fréquence assez basse, hein, qui permet de pénétrer le pédicule tout doucement, sans abîmer les structures autour. On est sur des petites mèches, hein, des diamètres qui font 3 à 4 mm de diamètre. On avance tout doucement. Ça saigne un petit peu parce que c'est de l'os, hein. L'os, il est parfaitement vascularisé, donc il saigne. On vérifie avec notre petit instrument qu'on est bien au bon endroit. On fait le trou de l'autre côté. Voilà. On vérifie. Et on prend des vis symétriques. Hop. Et on continue. Donc ça, vous voyez, quand on est tout seul, on peut pas le faire. C'est-à-dire que enfiler deux vis en même temps, c'est impossible. Donc l'avantage d'être deux chirurgiens, c'est qu'on diminue par deux le temps de vissage.
ni plus ni moins. Voilà. Donc c'est de la chirurgie orthopédique, hein. Ça saigne un peu l'os, mais globalement, ça reste acceptable en termes de volume de saignement, hein, d'accord, pour les anesthésistes, c'est tout à fait acceptable. Là, en fait, ce qu'on appelle une décortication, c'est que ce que vous avez montré au tout début, et même à l'époque de Harrington, ça se faisait déjà, hein, c'est on va décoller l'os cortical pour aviver l'os, pour donner un os spongieux visible, pour qu'il y ait la vascularisation qui se fasse, parce que quand on va faire la greffe osseuse, on a besoin d'os. Bon, on a besoin d'os pour consolider, hein, d'accord? C'est ce qu'on a, le schéma qui est là, hein, c'est-à-dire qu'on vient faire des petits copeaux d'os cortical pour aviver l'os et trouver l'os spongieux. Là, on va mettre les tiges et on va les connecter au vis avec un système de connecteurs qui s'applique directement avec des pinces comme ça. On va descendre les différents connecteurs. Ensuite, on va mettre des écrous pour boulonner, mais boulonner sans verrouiller le système. C'est-à-dire que la tige est encore mobile et vous allez voir qu'après, on va pouvoir modifier la position des vertèbres, changer la forme de la colonne en bougeant la tige directement, puisque les vertèbres sont liées à la tige via ces vis qui sont très loin dans les pédicules et dans les vertèbres. Là, c'est peut-être un peu long parce qu'il y a plusieurs étapes qui sont exactement identiques. J'avance un petit peu. Vous voyez, on met des connecteurs qui vont faire le lien entre la vis et la tige. Par-dessus, on met un système de boulons. Tout ça pour rendre solidaire l'ensemble des vertèbres qui vont être instrumentées par des vis et vont toutes être reliées à une seule tige. Et c'est à partir de cette tige qu'on va travailler la réduction. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va tourner la tige, modifier la position de la colonne, et ensuite on pourra verrouiller le système en place. J'avance un petit peu. Donc voilà, pardon. Voilà. Là, on va faire ce qu'on appelle la réduction, c'est-à-dire qu'on va placer des pinces, des grosses pinces fortes, et qui vont nous permettre justement d'appliquer la rotation de la tige. Et la rotation de la tige va changer la forme de la colonne. Allez, hop, tac. D'accord? On va le refaire une fois pour bien montrer. Et l'idée, c'est que quand on tourne la tige, on tourne la colonne. Hop, voilà. Du coup, on change complètement la forme du dos. On aligne les vertèbres. On est sûr que notre tige, après, elle est bien placée en termes d'axe de profil. Et là, on peut boulonner et verrouiller le système pour que la tige ne tourne plus. On a tourné dans la position qui nous convient. Et on peut mettre la deuxième tige qui permet de renforcer le système et d'avoir un système globalement symétrique. Voilà, parfois, voilà, on peut utiliser encore des petites astuces de dérotation pour pousser un peu plus fort les vertèbres avant de verrouiller. Et après, on peut même jouer sur la position crânio-caudale des vertèbres. On peut distracter la zone de concavité et au contraire contracter entre les vis dans la zone de convexité pour augmenter la réduction, hein, d'accord, pour avoir un meilleur résultat. Hop, là, par exemple, celui-là, ce niveau-là, on voit que les vertèbres sont un peu trop espacées sur une zone de convexité, et donc on va rapprocher les vertèbres, voilà, hop, avec ces vis pédiculaires, on a beaucoup plus de puissance, contrairement au matériel historique qui était des crochets, etc. Là, on a beaucoup de puissance, beaucoup de force pour pouvoir optimiser finalement le résultat chirurgical. Ça va être le résultat radiologique qui est plus joli, mais c'est surtout, comme on disait au début, le résultat global et notamment esthétique, la forme du tronc, la forme du dos. Et ça donne des patients qui ont un dos qui va mieux vieillir, c'est-à-dire qu'on va améliorer le résultat à long terme. C'est-à-dire à court terme, il n'y a pas de différence entre une chirurgie globalement des années 60 et aujourd'hui. À très court terme, il n'y a pas de différence. À très long terme, par contre, il y a une différence. Hop. Donc on va avancer un petit peu. Voilà, là on applique encore de la force, mais de l'autre côté. Et ça c'est pareil, ça se fait à deux, comme ça on contrôle la force, c'est l'autre qui verrouille, et on optimise encore. Voilà. On fait, à la fin, on va casser les systèmes qui dépassent, c'est-à-dire que tout ça c'est trop long, ça nous permet de, voilà, hop, le système est verrouillé, et ensuite il y a un système prévu qui va se rompre avec un point de rupture ici quand on applique trop de couple, et hop, le système il est
comment dire, on appelle ça low profile en anglais. Il est à proximité de la colonne et il dépasse très peu en fait. Et donc il n'est pas gênant sous les masses musculaires. Le relief du métal n'est pas gênant. D'accord? On a quelque chose qui est très plat et qui donne pas de frottement particulier, pas de douleur musculaire sur le matériel. Et à la fin de l'intervention, la greffe osseuse qu'on a prélevée au début, qui est passée dans un broyeur à os, on a récupéré des copeaux d'os, en fait, à la place des grosses épineuses, on n'a plus que des petits copeaux. Et ces petits copeaux, ils vont être replacés à l'intérieur du patient, directement entre les tiges. Et tout ça, ça va repousser. C'est-à-dire quand on réopère, si on doit réopérer plusieurs années plus tard, on retrouve une espèce d'écorce d'arbre, quoi. C'est que de l'os qui a repoussé. Et c'est devenu complètement rigide. Et bon, après, on va fermer tout ça. Pardon. Excusez-moi, il faut que j'avance dans le bon sens. Quelles sont les suites opératoires de ce type de chirurgie? Aujourd'hui, on parle de RAC, c'est un mot que vous avez peut-être déjà vu passer, ça existe pour plein de chirurgies, que ce soit la chirurgie viscérale, chirurgie des membres inférieurs, etc. Ça veut dire réhabilitation améliorée après chirurgie. L'objectif, c'est que le patient il soit acteur et qu'il aille de plus en plus vite vers la sortie. Pas parce que ça nous embête de l'avoir en hospitalisation, simplement parce qu'on a remarqué que les patients, ils ont des suites opératoires plus favorables, moins de complications quand ils sont dans un processus optimisé de suite opératoire. Ça passe par une analgésie péridurale, c'est-à-dire qu'on va placer à la fin de l'intervention 2 cathéters en général, un en zone thoracique, un en zone lombaire, qu'on place directement dans la colonne, en péridurale, comme pour l'accouchement. L'idée, ça va être de diffuser des antalgiques, notamment de la morphine, directement dans la colonne dans les 2-3 premiers jours. Les patients, ils ont donc très très peu de douleur, voire pas de douleur. Ils sont donc levés tout de suite, c'est-à-dire qu'ils sont levés le premier jour après l'intervention. Ils ont une sonde urinaire, parce que bon, aller aux toilettes tout seul, c'est un peu compliqué. Puis il y a de la morphine dans la colonne, donc il y a souvent la vessie qui a du mal à se vidanger. Ils ont une voie veineuse, ils ont un drain dans la cicatrice, on le voit ici, un petit drain pour drainer l'hématome. Le pansement, ils sont levés à J0 au bord du lit. Ils marchent dans leur chambre le lendemain de l'intervention, généralement. Ils marchent dans les couloirs au bout de 3 jours. À ce moment-là, on peut faire un relais, une fois qu'on enlève les cathéters péridurales, faire un relais avec des antalgiques uniquement Péros, avec des comprimés. Une fois qu'on a trouvé le bon équilibre avec les comprimés, généralement, au bout de 5 jours, ils sont sortis. C'est-à-dire qu'un patient opéré le lundi, le week-end, il est chez lui. Ce qui est quand même pas mal pour une chirurgie finalement aussi on va dire, agressive, parce que la cicatrice est grande et il y a un abord chirurgical qui est très grand. Ensuite, il y a les soins infirmiers à domicile, les antalgiques. Ils consomment les antalgiques pendant, on va dire, la durée de cicatrisation. Quelques anticoagulants pour les patients qui sont pubères pour éviter le risque de phlébite et d'embolie pulmonaire. Reprise de la scolarité en général 1 mois et demi, 2 mois après l'intervention. Consultation post-opératoire, on les revoit à 3 mois seulement, pas besoin de les voir avant. Ils vont en général bien, les adolescents. Ensuite, période de rééducation, s'ils sont un peu gênés par la rigidité imposée par l'opération, on les fait rééduquer pour leur permettre de reprendre le sport en général au bout de 6 mois. Donc tous les sports dans l'axe, voilà, qu'on dit sans contrainte, natation, vélo, course à pied, ben, à 6 mois, ça se reprend, voire quelques exercices de gymnastique s'ils sont un peu athlétiques. Et pour ce qui est de toute activité avec des chocs, avec des risques de chute, c'est plutôt 1 an post-opératoire. Mais généralement, ils sont assez surprenants, les adolescents, et au bout de 6 mois, ils ont déjà envie de faire plein de trucs. Quelle qualité de vie on a avec ce type de chirurgie finalement? Qu'est-ce qu'on propose comme résultat à ces patients avec une arthrodèse longue? Ben, encore une fois, si on fait la revue de la littérature, j'ai sélectionné des articles récents. Là, c'est 2020 European Spine Journal. On a, 2019 Spine Deformity, donc que des journaux qui s'intéressent à la colonne. Et celui-là, 2021 Spine Deformity, ça c'est nous qui l'avions publié. À chaque fois, le résultat il est le même. On est sur des résultats à très long terme avec 20 ans de recul, 15-20 ans de recul, voire pour certains, celui-là, il est sur du très très long terme. C'est des patients opérés il y a 40 ans. Et ceux-là, c'est des patients opérés à 30 ans. Et nous, c'était avec plus de 20 ans de recul. Et on se retrouve avec, finalement, des patients qui vont aussi bien que les patients. Dans cette étude-là, c'est des patients qui sont comparés à une cohorte de patients opérés et de patients traités par corset. Ben, les patients opérés, ils vont pas moins bien que ceux qui ont eu des corsets. Ils vont au contraire plutôt mieux puisqu'ils ont des courbes, des courbures de scoliose qui sont moins importantes parce qu'ils ont une réduction par l'opération. Mais ils vivent aussi bien, ils n'ont pas de limitation fonctionnelle supérieure à ceux qui ont simplement un corset. Donc le fait d'avoir une rigidité dans la colonne par l'arthrodèse ne limite pas la fonction. C'est des patients qui vont bien. Et on retrouve ça à chaque fois dans toutes les études. Une qualité de vie identique à ceux traités par corset. Peu de réintervention à l'âge adulte. Qualité de vie similaire à un groupe contrôle de la population générale. Et peu d'évolution dégénérative finalement adjacente à l'arthrodèse, donc peu de réintervention. Globalement, en conclusion, c'est des patients qui vont très très bien. Pour une chirurgie qui paraît impressionnante, les patients vont très bien. Quelques messages pour finir. Eh ben, l'évolution technologique, elle est incontournable. Il faut se mettre à jour, il faut acheter du matériel, il faut optimiser ce qu'on fait.
Si on se met pas à la page, généralement, on est démodé et ensuite on va être relégué sur la touche. La correction, elle se fait sur mesure aujourd'hui. Tout ça, c'est planifié de manière numérique. Les tiges sont précintrées. On ne cintre plus les tiges au bloc opératoire. C'est plus une pièce de chirurgie hasardeuse. Tout ça est réfléchi à l'avance. Il y a une très nette supériorité de la chirurgie à quatre mains. Une équipe entraînée fait mieux qu'un chirurgien tout seul dans son coin qui essaye de faire la chirurgie de la scoliose et qui n'a pas une habitude de faire cette chirurgie. On diminue les complications et la durée de séjour, ça c'est évident maintenant, c'est publié, donc c'est un nouveau standard. Et on peut optimiser les suites opératoires avec ce qu'on appelle la RAC, avec des reprises d'activité assez précoces et un pronostic de vie normal à long terme. Ces gens-là, on peut leur dire, vous vivrez normalement avec une scoliose, une vie professionnelle, une vie de famille et une vie sportive. Donc c'est une chirurgie qui est aujourd'hui extrêmement satisfaisante pour les patients et pour les chirurgiens qui le suivent bien sûr, mais pour les patients, c'est extrêmement satisfaisant. Pour terminer, je vous montre juste cette petite vidéo qui généralement est assez significative. Cette patiente avec une arthrodèse longue, on voit sa cicatrice ici. Elle était gymnaste à un très bon niveau. Et bien, à 6 mois post-opératoire, on voit ce qu'elle peut faire avec son arthrodèse. Donc, certes, son dos, il plie pas, ça ne fait pas le dos rond, mais elle est athlétique, elle peut bouger, elle n'a pas de douleur, elle fait son sport, elle est heureuse. Donc, voilà. Sur ce, je vous dis bonne soirée pour, euh, pour conclure. Merci à tous. Et voilà l'équipe avec laquelle on travaille au quotidien.